Toujours dans le cadre du cours du management S2. Donc, l'ancienne vidéo, on a parlé de la direction. On a commencé à parler de la direction, surtout concernant la motivation. On a parlé de Maslow. On a parlé de Herzberg. Maintenant, on est arrivé au leadership. Le leadership, donc c'est quoi le leadership? Au-delà de la motivation et des actions qui peuvent être adoptées afin d'inciter les hommes à coopérer, le leadership demeure l'une des sources fondamentales d'animation de l'organisation. Donc le leadership, c'est un concept qui est très important, qui occupe le centre de la motivation et surtout comment gérer, comment animer les autres et surtout son équipe. Donc je répète, au-delà de la motivation et des actions qui peuvent être adoptées afin d'inciter les hommes à coopérer. Donc pour inciter les hommes à coopérer, donc il y a la motivation, il y a d'autres éléments. Le leadership demeure l'une des sources fondamentales d'animation de l'organisation. Donc le leadership a une relation directe, il est étroitement lié à l'animation de l'organisation ou à l'animation de son équipe. Donc, qu'est-ce que le leadership? On va commencer par la définition de ce concept. Le leadership est défini comme l'aptitude, donc c'est une aptitude au commandement. Donc, c'est une aptitude qui est liée au commandement, tel que le supérieur soit en mesure d'influencer. Donc, il y a cet aspect de l'influence, c'est-à-dire un supérieur. Comment peut-il influencer les personnes qu'il commande, voire de déterminer les décisions, les actions et en un mot le comportement de subordonnés. Donc leadership, c'est une relation entre un supérieur et un subordonné. Il y a cet aspect de commandement, il y a cet aspect d'animation, il y a cet aspect d'influence. Je répète la citation. C'est l'aptitude au commandement tel que le supérieur soit en mesure d'influencer, voire de déterminer les décisions, les actions, en un mot, le comportement du subordonné. Donc c'est le supérieur qui détermine, qui influence, qui agit sur le comportement de ses subordonnés. Le leadership est donc aussi, c'est un art d'amener les personnes à accomplir une tâche volontairement. Donc c'est un art. Le leader joue un rôle fondamental au sein de l'organisation. Donc le leader joue un rôle très important dans l'organisation. C'est lui qui persuade, donc il y a cette persuasion, oriente et convainc. Donc il y a le verbe convaincre, il y a le verbe orienter, il y a le verbe persuader, les subordonnés à réaliser des objectifs élevés. Donc il faut chercher des objectifs élevés. Les composantes maintenant du leadership. Donc, quelles sont les différentes composantes de leadership? Le leadership est une relation dynamique. D'abord, c'est une relation dynamique qui varie, qui change avec le temps, avec l'environnement, entre le leader et ses subordonnés. Et la situation dans laquelle il se trouve. Donc, ici, on parle de l'environnement, on parle du temps, on parle des subordonnés, on parle de ce supérieur qui va jouer le rôle d'un leader. On distingue trois composantes du leadership. Comme première composante, l'autorité naturelle, deuxième, l'autorité statuaire, et la troisième composante, c'est le processus d'exercice de l'autorité. On va commencer par l'autorité naturelle du leader ou son influence interpersonnelle. Donc il y a dans cette leadership, il y a cette relation interpersonnelle qui résulte de la personnalité. Donc ici, il y a le mot personnalité du leader qui est très importante. Le leader doit disposer des qualités propres, innées ou acquis. Est-ce que le leadership, est-ce qu'il est inné ou acquise? Donc ici, le leader doit faire un travail pour développer ses qualités, que ce soit inné ou acquis. La capacité d'assurer l'adhésion du groupe, la cohésion, l'audace, la curiosité. Deuxième composante, l'autorité statutaire, c'est-à-dire la position du leader qui résulte de son statut et de son rôle dans l'organisation. Donc le manager, le leader a un statut, a une position, a une fonction dans l'organisation. Donc cette position va lui donner
cette capacité d'influencer le comportement des autres. Le processus d'exercice de l'autorité. C'est la situation objective à résoudre qui résulte des conditions physiques, état des machines, des produits, de l'état d'information, les connaissances, l'incertitude, etc. et des objectifs fixés. Donc, il faut qu'il gère tout cela. Donc, ce sont des conditions physiques, l'état de l'information et les objectifs fixés. Il s'agit de considérer le leadership à partir de la relation leader-situation. Donc ici, nous avons cette relation entre le leader et la situation. Donc je répète les trois composantes que doit avoir un leadership ou un leader. Il y a l'autorité naturelle, il y a l'autorité statutaire, donc on dit naturelle, c'est-à-dire propre à une personne. L'autorité statutaire a une relation avec le statut qu'il occupe ou le poste qu'occupe le leader et le processus d'exercice de l'autorité. Donc ici, il a joué d'une certaine autorité. Maintenant, les styles de leadership. Les styles de leadership, on a un certain nombre de styles. Donc on va voir ici peut-être 3 styles. À la suite des travaux des sociologues et des psychologues, on distingue 3 styles de leadership. Donc ici, nous avons 3 styles. Nous avons le style autocratique, le style démocratique et le style non interventionniste. Non interventionniste, c'est-à-dire laisser faire, je crois. Commençons par le style autocratique. Le style autocratique, le leader centralise l'autorité. Donc l'autorité qui est centralisée. Il décide unilatéralement. Il impose ses méthodes de travail, limite la participation des employés et adopte un système de sanctions et de récompenses directement liées à l'exécution de ses ordres. Donc c'est un leader qui est autocrate, qui est, on va dire entre guillemets, despote. Donc il impose ses décisions, il impose sa vision des choses et les subordonnés doivent exécuter ses ordres sous la houlette au risque d'être sanctionné. Donc, il joue sur la sanction et la récompense pour pousser les autres à faire leur devoir. Deuxième style, c'est le style démocratique. Le leader délègue son autorité, donc il y a cet aspect de délégation d'autorité. Il implique ses employés dans le processus décisionnel. Avant de prendre une décision, il fait une concertation avec les autres employés. Donc, il les implique dans ce processus de prise de décision. Il encourage la concentration dans la définition concertation dans la définition des objectifs, même avant de définir les objectifs. Donc, il suit une certaine concertation et l'élaboration des méthodes de travail. Donc, il y a toujours cette concertation avec les autres employés, que ce soit pour prendre des décisions, pour définir les objectifs ou pour même choisir et élaborer les méthodes de travail. Il cherche à connaître et à motiver ses subordonnés. Donc, il joue beaucoup sur la motivation des subordonnés qu'il récompense en fonction des performances réalisées. Donc, il joue en termes de performances réalisées, alors que le style autocrate, il y a une prise de décision qui est unilatérale. Donc, lui seul prend la décision, impose et fait le choix des méthodes de travail, etc. Maintenant, on passe au troisième et au dernier style de leadership, qui est le style non interventionniste. Au permissif, c'est-à-dire laisser faire, permissif. Le leader laisse toute l'initiative à ses employés. Donc, il donne toute la liberté à ses employés pour qu'ils prennent des initiatives. Ils sont libres à prendre des décisions qu'ils jugent pertinentes et de réaliser leur travail comme ils l'entendent. Donc, c'est une liberté totale qu'il attribue aux différents subordonnés pour qu'ils réalisent leurs travaux. Donc, je répète les 3 types ou les 3 styles de leadership, le style autocrate, le style démocratique et le style non interventionniste ou permissif. Il convient de noter qu'aucun des styles cités n'existe à l'état pur, donc c'est très difficile de dire qu'un manager adopte un style de leadership 100%, c'est très difficile.
Le leadership peut être une mixture d'autorité, de liberté, de concertation. Donc, il fait un mélange entre les trois styles. Il dépend de la capacité du dirigeant, des motivations des employés et du type de décision. Ça dépend de la décision qu'il va prendre, ça dépend des employés, est-ce qu'ils sont motivés ou non, ça dépend de la capacité, de la culture et de la mentalité d'un dirigeant. De même qu'un style n'est pas a priori plus efficace que l'autre, on ne peut pas dire que par exemple le style non intervenant est plus efficace que le style autocrate ou l'autocrate est plus important, plus correct et plus efficace que le démocrate. Donc à chaque situation, il faut s'adapter, il faut adapter son style à la situation dans laquelle se trouve le manager et ses subordonnés. Chacun s'adapte au système socio-technique de l'organisation. Ainsi, le style autoritaire convient mieux au travail à la chaîne. Si on travaille à la chaîne, on peut adopter un style autoritaire, d'être autocrate. Le style démocratique, par exemple, est adapté aux activités semi-répétitives et nécessitant une grande coordination. Par exemple, dans un chantier, et le style non interventionniste convient à une équipe de vendeurs payés à la commission. S'ils sont payés en prenant en compte les résultats, donc ce n'est pas l'appel d'intervenir à chaque fois. Par exemple, dans un domaine où il y a la créativité, il y a l'innovation, c'est très difficile d'adopter par exemple un style autocrate. Manager ou leader? C'est ça la question. Est-ce que l'organisation a besoin d'un manager ou a besoin d'un leader? La distinction entre un manager et leader n'est pas toujours évidente. C'est très difficile de faire une séparation entre manager et leader. Est-ce que tous les managers sont des leaders? Est-ce que tous les leaders sont des managers? Est-ce qu'on peut avoir un manager qui n'est pas leader? Même si les deux termes sont souvent utilisés comme synonymes, ils se désignent par la même chose. Le leader dispose de la capacité d'influencer. Donc, le mot leader, il y a dans le mot leader, il y a cet aspect d'influence. Donc, leader, c'est-à-dire influencer l'autrui et de mobiliser une collectivité, un groupe, une équipe. Le manager est nommé et possède un pouvoir légitime. Donc, le manager a un statut, a une fonction, a une autorité accordée par la direction. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir légitime qui lui confère le droit de récompenser et de blâmer. Blâmer, c'est-à-dire sanctionner. Sa capacité d'influence se base sur l'autorité formelle inhérente. Donc, il y a cette autorité formelle, législative, légitime, inhérente à sa position, à son statut, à son poste. Mais le leader peut aussi bien être nommé qu'émerger par lui-même d'un groupe. Donc le leader, soit il est nommé par la direction, soit il émerge, il apparaît dans un groupe. De ce fait, le leader peut entraîner les membres du groupe hors du cadre défini par l'autorité formelle. À ces différences entre manager et leader, on peut ajouter que le manager sait ce qu'il doit faire, le leader sait ce qu'il faut faire. Le manager sait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire la tâche définie par l'organisation, par la direction, alors que le leader sait ce qu'il faut faire, donc il agit selon la situation et s'adapte. Le manager gère, le leader innove. Le manager joue beaucoup sur la gestion, alors que le leader joue beaucoup sur l'innovation, sur la création. Le manager s'intéresse au système élaboré par la direction, et aux structures, il respecte le système, il respecte les structures, il respecte les règles. Le leader s'intéresse aux hommes. Le leader, il s'oriente toujours vers les hommes. Il cherche à motiver les hommes, à ce que les hommes fassent leurs tâches de façon performante. Le manager commande, le leader inspire la confiance. Le manager joue beaucoup sur le commandement, il donne des ordres, alors que le leader, il inspire la confiance. C'est-à-dire, il cherche à rendre les subordonnés confiants. Le manager a une vision à court terme, alors que le leader a une perspective à long terme. Donc, le leader, il travaille en long terme, alors que le manager a une vision à court terme. Le manager demande comment et quand. Le manager demande comment on va faire le travail? Quand on va faire le travail? Le leader demande quoi et pourquoi.
qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi, c'est-à-dire le pourquoi de la chose. Donc il faut d'abord définir, il faut donner le sens à la tâche. Pour qu'un, par exemple, un employé soit motivé, il faut qu'il comprenne d'abord le pourquoi, le sens de sa tâche, son métier. Le manager doit être leader. Est-ce que tout manager doit être leader? Puisque les capacités du leadership constituent un plus pour le manager, celui-là doit être leader. Le manager doit être leader normalement pour qu'il puisse faire son travail de façon très performante. En revanche, le leader ne possède pas nécessairement les qualités requises pour remplir les fonctions du management. Si le leader peut influencer les membres du groupe, cela ne signifie pas qu'il soit capable de planifier, de diriger, de contrôler. Donc le manager a d'autres tâches, a d'autres activités, a d'autres devoirs. Le devoir de planifier, le devoir de diriger et le devoir de contrôler. Alors que le leader, il est très fort dans la mobilisation, dans l'animation des hommes. Conflits et négociations. Maintenant, le quatrième point, c'est les conflits et les négociations. Dans tout rassemblement de personnes, dans tout groupe de personnes, là où il y a les personnes, là où il y a des employés, là où il y a des conflits, là où il faut négocier pour résoudre ces conflits. Donc la capacité à gérer les conflits constitue l'une des compétences les plus importantes qu'un manager doivent avoir. Donc le manager doit avoir cette capacité de gérer les conflits. Définition et conception du conflit. Donc c'est quoi un conflit? Le conflit fait référence à une situation de désaccord, à une situation de différend ou d'antagonisme. Bon, antagonisme, c'est-à-dire il y a ici l'opposition entre acteurs, résultat de la perception d'un différend avec des si, au niveau d'objectifs, d'intérêt, de ressources, de méthodes, ou d'enjeux, et suscitant du comportement de perturbation. Donc ce sont des comportements qui vont perturber ou de résistance. Donc c'est ça le conflit. Donc je répète, le conflit fait référence à une situation de désaccord ou d'antagonisme entre acteurs, résultats et de la perception d'un différent au niveau d'objectifs, d'intérêt, de ressources, de méthodes ou d'enjeux et suscitant des comportements de perturbation ou de résistance. Ainsi, une situation de conflit peut avoir plusieurs origines, par exemple une concurrence pour une ressource limitée, une force de vente pour deux départements différents d'une entreprise, une responsabilité mal définie entre un supérieur et un collaborateur, des rivalités entre fonctionnels et hiérarchiques, etc. Le conflit, élément de perturbation et de désagrégation de l'organisation, peut aussi être un facteur de stimulation. Trois conceptions différentes du conflit professionnel sont distinguées. Donc nous avons trois conceptions. La conception dite traditionnelle, selon laquelle le conflit est naturellement néfaste et doit être évité. Donc traditionnellement, tout le monde cherche à éviter les conflits parce que les conflits étaient considérés comme quelque chose de néfaste, de désagréable. C'est un problème pour l'entreprise. Il va entraver le développement, la progression de l'entreprise. Ça, c'est une conception dite traditionnelle. Maintenant, on passe à la conception qui est dite humaniste. Affirme que le conflit est un élément naturel et inévitable. C'est humain, donc c'est très difficile d'éviter les conflits. Il n'est pas nécessairement mauvais, donc les conflits ne sont pas mauvais, et peut se transformer en une force positive. Donc il faut prendre ces conflits et les transformer en des opportunités. On ne sont plus perçus comme une menace, comme quelque chose de mauvais, de désagréable, mais ils sont perçus comme quelque chose de naturel, de humain. Au lieu de les éviter, il faut les transformer d'abord en force positive. Il y a la conception dite interactionniste, et la plus récente, donc c'est une conception plus récente, il considère le conflit comme un facteur indispensable de l'efficacité de l'entreprise. L'entreprise
où il n'y a pas de conflit, donc c'est une entreprise qui est, donc il y a des points d'interrogation. Donc c'est une entreprise qui n'est pas en bonne santé. Donc il faut qu'il y ait des conflits. L'absence de conflit, ça veut dire que les personnes sont peut-être, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de motivation. Là où il y a la concurrence, là où il y a des conflits. Pour garantir la viabilité, l'esprit critique et la créativité des équipes de travail, les managers doivent maintenir un niveau minimum de conflit. Donc, il faut maintenir un niveau minimum de conflit. Donc, je répète les trois conceptions de conflit. Nous avons une conception traditionnelle, une conception humaniste et une conception interactionniste. Il y a des interactions. Les différentes étapes de l'analyse et de traitement de conflits. Donc, lors des conflits, donc s'il y a des conflits, il faut les analyser et il faut les traiter. L'analyse et la résolution du conflit débutent par l'identification du style de traitement adopté par le manager ou par le management. D'abord, il faut commencer par identifier, par analyser et après traiter ces conflits. Donc, adopté par le manager, la compétition, la collaboration, compromis, accommodation, esquive, etc. Donc, est-ce que le manager adopte une technique de compétition pour résoudre les conflits? Est-ce que c'est une technique de collaboration? Est-ce qu'il adopte un compromis ou l'accommodation ou il l'esquive, c'est-à-dire éviter les conflits? Ensuite, il convient de sélectionner uniquement les conflits qui méritent d'être traités. On ne va pas s'arrêter sur tous les types de conflits. Donc, il faut d'abord hiérarchiser les conflits et commencer par les conflits qui méritent, qui sont d'urgence d'être traités et qui peuvent être résolus. En troisième lieu vient l'évaluation des acteurs du conflit. Donc il faut d'abord évaluer, il faut étudier, il faut analyser les facteurs de ce conflit. Est-ce que ce sont des facteurs de personnalité, des facteurs de valeur, des facteurs de sentiment, etc. Et la détermination de la source de conflit. Donc il faut chercher la source, identifier la source de ce conflit. Enfin, le manager doit choisir une stratégie de résolution qui correspond le mieux à son style et aux caractéristiques de la situation. Ça dépend de la situation, ça dépend du style de manager, ça dépend de la culture de l'entreprise. Le manager doit choisir une stratégie. Donc, il doit d'abord identifier le conflit. Il doit après chercher à évaluer les facteurs de ce conflit. Quatrième point, il faut déterminer la source de conflit et après choisir la stratégie de résolution. Maintenant, on est arrivé à la négociation. La négociation est un moyen de résolution de conflits. La négociation est la démarche ou le processus par lequel deux parties aux vues opposées, donc il faut qu'ils aient une vision opposée, aboutissent à la conclusion d'un accord et à une décision commune. Donc la négociation se fait entre deux parties qui ont une vision opposée. Quel est l'objectif? C'est aboutir à une conclusion, à un accord et vers la fin prendre une décision que tout le monde doit respecter. Même si la négociation est aussi coûteuse que le conflit, elle est considérée comme la solution la plus intelligente au conflit. Donc, elle est coûteuse parce qu'elle nécessite des personnes qui sont capables de gérer cette négociation. Il y a la perte de temps, etc. Mais c'est la meilleure façon de gérer les conflits. Elle garantit les meilleures chances de solidarité dans le futur. Si la négociation est réussie, elle engage les deux parties à respecter et à maintenir le statu quo et à éviter de nouveaux conflits. Donc il faut d'abord, vers la fin, si les deux parties signent un accord, donc il faut les respecter. Il faut que ces clauses soient respectées par les deux parties. On distingue deux grandes approches de négociation. Nous avons deux grandes approches de la négociation. Nous avons la négociation distributive et nous avons, peut-être, on va la trouver ici, négociation interactive. Donc la négociation distributive et la négociation intégrative plutôt.
On va commencer par la première approche qui est la négociation distributive. Il est qualifié de négociation à somme nulle, hein, donc il y a la somme nulle, et l'avantage l'une des deux parties et pénalise l'autre. La somme nulle, c'est-à-dire lorsque la première partie gagne quelques avantages, c'est automatiquement la deuxième partie qui va perdre cette partie. Donc, c'est pour cela qu'on parle de la somme nulle. Elle avantage l'une. Donc, une partie est avantagée, alors que la deuxième partie est pénalisée. Puisque tout gain enregistré par une, donc le gain de la première partie, se traduit automatiquement par une perte pour la deuxième partie. Donc, ce qu'on appelle gagnant-perdant. Ainsi, les deux parties sont dans une logique de divergence d'intérêts. Exemple, négociation salaire entre employés et dirigeants. Lorsque le salarié arrive à augmenter son salaire, c'est automatiquement l'employé va perdre cette somme d'argent. Négociation d'un prix de vente, par exemple le prix de vente, un acheteur qui négocie avec un vendeur, l'acheteur diminue le salaire, donc il va gagner, c'est au même temps le vendeur va perdre entre acheteur et vendeur. Maintenant, la deuxième approche qui est la négociation intégrative, en admettant la variabilité des ressources disponibles, elle part du principe qu'il existe au moins une possibilité d'accord satisfaisante pour les deux parties. Donc, nous avons une logique de gagnant-gagnant. Ces dernières sont dans une logique de convergence d'intérêts. Donc, il y a la convergence d'intérêts, alors que la première, il y a la divergence d'intérêts. La négociation intégrative est généralement préférée à la négociation distributive. Distributive vient du mot distribution, car elle crée un lien entre les négociateurs, permet d'instaurer des relations sur le long terme. Donc, il y a le gain sur le long terme et facilite les contrats professionnels ultérieurs. Maintenant, on est arrivé aux concepts définis dans ce chapitre. Dans quelques concepts, par exemple la direction, la motivation, théorie de contenu, besoin de sécurité, besoin social, besoin d'estime, besoin d'accomplissement, pyramide de Maslow, théorie bifactorielle, facteur d'hygiène de Metzberg, facteur moteur, théorie de processus, théorie des attentes, acceptation, instrumentalité, valence. Nous avons théorie de l'équité, leadership, l'autorité naturelle, leader, autorité statutaire, processus de l'exercice de l'autorité, style autocratique, style démocratique, style non interventionniste, conflit, négociation, conception traditionnelle du conflit, conception interactionniste du conflit, négociation distributive, négociation intégrative. Donc nous avons ici un tableau qui porte sur la gestion du conflit, la bonne stratégie au bon moment. Donc il faut choisir, il faut adopter une stratégie selon la situation. Nous avons une stratégie, nous avons à utiliser. Commençons par la stratégie d'esquive. Donc il faut éviter les problèmes, éviter les conflits. Lorsque le conflit est insignifiant, que les esprits sont échauffés, et qu'il faudra beaucoup de temps pour les apaiser, et que l'instabilité potentielle découlant d'une décision autoritaire excède les bénéfices résultant de la résolution du conflit. Si par exemple, au lieu d'aller vérifier, d'aller analyser les conflits, il faut les éviter parce que il faudra du temps, parce que les esprits sont échauffés. Maintenant, la deuxième stratégie, la stratégie d'accommodation. Quand est-ce que le manager peut adopter cette stratégie d'accommodation? Lorsque l'objet du conflit vous importe assez peu, ou que vous souhaiterez conforter votre crédit en prévision de difficultés ultérieures. C'est-à-dire essayer d'éviter on va résoudre, c'est-à-dire analyser, on va évaluer, on va essayer de traiter ce conflit, mais l'objectif, ce n'est pas le conflit, la résolution de conflit elle-même, mais l'objectif, c'est éviter des difficultés à venir. La stratégie numéro 3, c'est la stratégie compétition. On va l'adopter lorsque
vous pouvez adopter cette stratégie lorsque vous devez résoudre rapidement un problème. Donc, il y a la rapidité. C'est un problème qui est important, qui vous oblige à entreprendre des actions impopulaires, c'est-à-dire qui ne va pas satisfaire tout le monde et que l'adhésion des autres n'est pas indispensable. Quand est-ce qu'on va adopter la stratégie de compromis? Lorsque les parties qui s'opposent sont de force à peu près égales et qu'il est souhaitable de trouver une solution temporaire à un problème complexe ou de les contraintes de temps exigent un règlement rapide. Donc c'est la rapidité ici. Il y a la collaboration, la dernière stratégie, c'est la collaboration lorsque lorsque les contraintes de temps sont minimales, que les parties cherchent sincèrement à ne léser personne et que le problème posé est trop important pour se contenter d'un compromis. Donc ce sont les 5 stratégies qu'on peut adopter face à un problème. Nous avons un texte ici à étudier. Le titre, c'est les hommes et les femmes dirigent-ils différemment? Donc les femmes et les hommes, est-ce qu'ils dirigent de la même façon? Le sexe du leader influence-t-il son style de leadership? Les hommes sont-ils plus efficaces ou cet honneur revient-il aux femmes? C'est-à-dire l'efficacité, est-ce qu'il revient aux hommes ou aux femmes? Le fait de poser ces questions ne peut manquer de provoquer dans chacun des deux camps de vives réactions. C'est-à-dire il y a sûrement cette réaction dans les deux sexes, les femmes et les hommes. De toute évidence, les deux sexes présentent néanmoins dans leur manière de diriger plus de similitudes et de différences. Donc il y a des points qui sont similaires et il y a des points qui sont différents. Cette proximité s'explique par le fait que les leaders, qu'ils soient hommes ou femmes, exercent une activité similaire qui consiste à influencer d'autres personnes. C'est l'essence de leur travail et les deux sexes s'acquittent aussi bien l'un que l'autre. Il en va de même dans toutes les professions. Ainsi, le stéréotype de l'infirmière n'empêche aucunement les infirmiers de faire aussi belle carrière et de se montrer aussi efficaces. Pour autant dire que les deux sexes sont plus semblables que différents, c'est aussi dire qu'ils ne sont pas exactement identiques. La différence la plus évidente se situe au niveau du style de leadership. Les femmes ont tendance à employer un style plus démocratique. Elles encouragent leurs subordonnés à participer et sont plus enclins à partager leur pouvoir. Elles possèdent en outre la faculté d'influencer les autres en usant de leur charme. De leur côté, les hommes adoptent généralement un style centré sur la tâche. Ils se montrent directifs et s'appuient directifs, c'est-à-dire, on peut dire que autoritaires ou autocrates. Style directif, ils s'appuient sur leur autorité pour contrôler l'activité de leurs collaborateurs. Pourtant, bizarrement, cette distinction reste elle-même assez floue. Tout bien considéré, lorsqu'une femme occupe un poste traditionnellement masculin, tel que celui d'officier de police, elle tend, elle aussi, à se concentrer en priorité sur la tâche. L'évolution du rôle des leaders dans les entreprises modernes complique encore la donne. Avec l'importance croissante accordée au travail en équipe, l'implication des employés aux compétences interpersonnelles, le style démocratique est de plus en plus prisé. Les leaders doivent prêter davantage attention aux besoins de leurs subordonnés, à communiquer de manière plus ouverte. Il leur faut instaurer une confiance plus forte au sein de l'entreprise. Au nombre de ces facteurs correspond à des tendances comportementales que beaucoup de femmes ont eu l'occasion de développer. Qu'en pensez-vous de tout cela? Existe-t-il une différence en termes de leadership entre les deux sexes? Où trouve-t-on les meilleurs leaders chez les hommes ou chez les femmes? Et vous-même, préfériez-vous travailler pour un homme ou une femme
quelle est votre opinion? Donc maintenant, on passe aux questions. Question d'auto-évaluation et thème de réflexion du 4e chapitre. Comment les besoins influencent-ils la motivation? Comment les besoins influencent-ils la motivation? Ici, on parle de la pyramide de Maslow. Deuxième question, en quoi consiste la théorie des 2 facteurs de Herzberg? Donc, nous avons 2 théories. Nous avons l'hygien et nous avons le moteur. Troisième question, quelles sont les relations clés de la théorie des attentes? La relation clé de la théorie des attentes. Quatrième question, lorsqu'un employé perçoit une iniquité, c'est-à-dire l'injustice, c'est-à-dire déséquilibre entre son propre rapport contribution-rétribution et celui de ses collègues, quelles peuvent être les conséquences? En général, on a dit que l'employé va chercher à s'aligner sur les autres collègues. Numéro 5, tous les managers doivent être des leaders, mais tous les leaders ne sauraient être des managers. Qu'en pensez-vous de cette idée argumentée? Donc nous avons ici une citation qui dit tous les managers devraient, c'est le conditionnel. Tous les managers devraient être des leaders, mais tous les leaders ne sauraient être des managers. Que pensez-vous de cette citation? Il faut argumenter. Numéro 6, qu'est-ce qu'un conflit? Donc la définition d'un conflit. Certains types de conflits doivent-ils être encouragés? Est-ce qu'il faut encourager un certain type de conflit? Numéro 7, pour résoudre un conflit, est-il plus avantageux de procéder à une négociation distributive ou intégrative? Donc, quelle est l'approche la plus efficace? Est-ce que c'est l'approche distributive ou l'approche intégrative au niveau de la négociation? Mais il faut justifier toujours la réponse. Voilà, on est arrivé à la fin du chapitre numéro 4. Après, on va passer au chapitre numéro 5 qui va porter sur le contrôle. Maintenant, on va arrêter l'enregistrement.